on voulait dire que l'alimentation, c'est important parce que c'est la vie, c'est aussi la convivialité, c'est aussi le plaisir, c'est aussi des bons moments passés. Et donc, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on arrive à garder ça dans la vie de nos jeunes. Ça peut veut dire gastrosomie quand c'est nécessaire ou trouver une nourriture adaptée pour qu'ils puissent en profiter voilà, de façon correcte et ne pas devenir trop maigre et trop en danger, quoi. Ne pas se mettre en danger tout en étant bien nourri. Voilà, c'est un peu le thème qu'on avait choisi avec Jeanne pour cet atelier. Donc, je passe la parole. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Michel Gatry, je suis masseur kinésithérapeute au départ et à l'arrivée aussi. J'ai fait ça toute ma vie, mais je me suis un peu désintéressé des bras et des jambes dans les années 90. Parce que, en tant que kinésithérapeute, travaillant dans un service de rééducation neurologique, j'en avais un petit peu marre, je vais le faire un peu provocateur, j'en avais marre de vider les poumons que d'autres remplissaient. Et à cette époque-là, dans les années 89, eh bien, quand je voyais l'interne passer, faire sa visite ou le médecin et dire, bon, on arrête de faire manger, ça, je pouvais le comprendre. Mais un beau jour, on va réessayer de faire manger. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils savent comme chose? Parce que là, comme ça, ils peuvent dire que maintenant, ce patient pouvait manger. Et en fait, compte, en vieillissant, je m'apercevais que c'était le pifomètre. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible que dans beaucoup de domaines, les choses étaient bien systématisées, mais dans le domaine de la déglutition, les choses n'étaient pas systématisées. Donc, en 89, j'ai créé la première unité de rééducation de déglutition au CHU de Bordeaux, où je n'ai fait que ça pendant 30 ans. Mais pour moi, il ne s'agissait pas simplement de faire que de la rééducation et de l'adaptation, mais c'est surtout analyser. Et donc, j'ai eu la chance de bénéficier du budget de recherche à cette époque-là. J'ai pu avoir un fibroscope, donc j'ai fait de l'endoscopie pendant 30 ans, et j'ai pu m'installer une après-midi par semaine pour faire de la radioscopie de déglutition. Donc, à partir de ces images d'endoscopie et de fibroscopie que je vais vous proposer, on va essayer de comprendre pourquoi des aliments se coincent dans la gorge, en particulier pour les dystrophies de Becker et de Duchenne, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les oculopharyngées ou que les Steiner, qui sont beaucoup plus nombreuses. Et donc j'ai repris la population que j'ai observée de 89 à 2015. Et vous voyez que dans les Becker, je n'ai que 7 hommes. Alors ça va dire qu'il n'y en avait que 7, mais les services de neurologie en particulier, les services de référence, sur les myopathies, qui m'envoyaient leurs patients pour des évaluations, eh bien, il n'y avait pas beaucoup. Donc c'est vraiment une maladie rare. Et dans les Duchenne, j'ai que 13 hommes. Avec un âge moyen de 51 ans pour les Becker et 24 ans pour les Duchenne, tout simplement parce que j'ai un gamin de 6 ans qui a été envoyé pour des problèmes de difficulté à avaler, mais qui était surtout dû à un problème de reflux gastro-œsophagien. Et je vais vous montrer qu'il provoque un œdème du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc en reprenant les dossiers et les radiocinémas, j'ai pu extraire quelques points forts qui peut-être vont vous interpeller, vous expliquer les problèmes que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Dans la bouche, il faut fractionner les aliments, il faut les couper, les détruire et surtout les insaliver, c'est-à-dire les lubrifier. J'ai pris comme exemple avec ce cobaye, cobaye sain, une biscotte extrêmement sèche. C'est impossible d'avaler. Je n'ai pas l'image. Biscotte sèche. Alors donc, je continue pendant que notre technicien avait essayé de résoudre le problème. Il faut absolument que le diamètre du bolus, c'est-à-dire des morceaux, soit plus petit que le diamètre d'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage, c'est-à-dire la porte entre le pharynx, la gorge et l'œsophage. Et il faut que ça glisse le plus rapidement possible parce qu'un aliment qui est dans la gorge, dans le pharynx, impose d'une manière réflexe une apnée respiratoire. Et donc plus l'aliment va rester dans la gorge, plus le larynx est fermé et plus l'apnée va durer. Mais on ne peut pas faire des apnées d'une demi-heure. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, on a une sensation de mort imminente. Au bout d'une minute, on fait un arrêt respiratoire, on fait un arrêt cardiaque et puis c'est la mort. Donc il faut impérativement que ce transit se fasse le plus rapidement possible et en général, il dure moins d'une seconde.
Ensuite, dans la bouche, il y a d'autres choses qui se passent et c'est là qu'on va l'utiliser au point de vue gastronomique. On va faire des perceptions gustatives, olfactives, des textures avec la proprioception, avec la pression sur les dents, avec les goûts, les odeurs. Mais surtout, ce qui est génétique, ce qui nous vient de l'évolution, on doit détecter ce qui est avalable ou pas avalable. C'est-à-dire ce qui doit nous faire mourir ou ce qui doit nous nourrir. Mais ça, on le fait de manière tout à fait inconsciente, puisque nous avons déjà trié les aliments culturellement depuis le néolithique. Nous les avons triés parce que nous faisons comment dire, des courses auprès de professionnels qui ont trié. Les seules choses qui peuvent nous rester, ce sont les aversions, des choses qu'on n'aime pas. Et s'il y en a quelque chose dans la bouche qu'on n'aime pas, eh bien, on va le recracher. Il y a une saveur qui est une saveur de protection, c'est la saveur de l'amertume. L'amertume, ce sont les alcaloïdes de la nature, ce sont des poisons. Si nous avons la saveur amère très prononcée, nous avons eu un réflexe nauséeux. Et si... Oh, formidable, il est formidable, hein. Et si nous, comment dire, n'avons pas la saveur amère, eh bien, nous mourrons. Donc, il est probable que nos ancêtres, avant que nous soyons des humains, eh bien, tous les enfants qui n'avaient pas la saveur amère mouraient et donc n'avaient pas de descendance. Et donc, la horde était aversif à l'amertume. Mais simplement, c'est que par l'éducation, par le choix, les petits apprennent à manger ce que les adultes mangent. Et donc, les mutations génétiques d'absence d'amertume ou de diminution de, comment dire, de l'aversion à l'amertume ont fait que, à l'heure actuelle, 25% sont aversifs à l'amertume. J'en suis, je mets 4 sucres dans mon café. Je n'aime pas le chocolat noir. Les autres, eh bien, aiment bien l'amertume, hein. Et puis, il y a 20% à peu près qui n'ont pas de saveur amère, qui le perçoivent comme quelque chose d'insipide. Ce sont nos protégés. Dans la bouche, donc, il faut impérativement que le bolus soit formé. Et il faut que ce bolus... Alors, quand on ne mâche pas au point d'en faire un mixé. Oui, il y a des maniaques qui mâchent, 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 qui mâchent. Et au bout d'un moment, si nous faisons cette expérience-là, on pourra le faire à midi, au repas. Non, en fait, ils ne voient pas la vidéo. Oui, il ne voit pas la vidéo. Bon, alors, peut-être qu'il faut que j'enlève il faut que j'enlève ça, peut-être. Attendez. Si, non, non, non. Non, c'est un problème de format. Les JPG passent pas comme ça et les AVI passent. Mais les AVI dépendent de notre logiciel. C'est un peu compliqué. Eh bien, écoutez, ça fait, je vais essayer de le parler, de l'expliquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, dans cette vidéo, je montre de l'intérieur de la bouche quelqu'un qui mastique une pomme et qui va avaler. Et on va avaler des petits morceaux de pommes, mais surtout bien enrobés par cette salive. Cette salive, elle a le rôle de lubrification, mais elle a le rôle aussi de coller ces petits morceaux et éviter que ça se disperse. C'est un peu l'image des petits morceaux de fruits qui sont dans un yaourt. Quand vous mangez un yaourt avec des petits morceaux de fruits, vous ne mangez plus des fruits, vous ne mangez plus de yaourt, vous mangez un yaourt qui contient des morceaux. Et donc, tout ça va faire que le bol est homogène et non pas dispersé. L'exemple le plus ultime de la dispersion, c'est le taboulé, qui est un faux aliment de sécurité pour des gens qui n'ont pas de salive. Parce qu'on va avaler les petits morceaux, qu'on va respirer. Comme nous respirons le tiramisu, on respire la poudre de chocolat et on va tousser, on fait des fausses routes respiratoires. Non, ça passe pas. Dans l'exemple que je montre ici dans cette vidéo, c'est un patient qui avale sans mâcher. Il avale comme nous pourrions avaler sans mâcher, comme les comprimés, on les avale sans mâcher. Mais là, il avale absolument tout. Simplement, il a une gorge qui marche très très bien, ce qui n'est pas le cas dans les Becker et dans les Duchenne. Donc c'est un exemple pour vous montrer que c'est possible. C'est possible. Par exemple, moi, j'ai mangé les betteraves en morceaux, j'ai horreur de ça. Moi, je ramassais des baffes. C'était l'éducation de la baffe à l'époque, hein. Et donc, on avalait les carrés de betteraves. C'est possible. J'ai même vu un bonhomme avaler des boules de billard et les régurgiter. Bon, c'est impensable. Mais vous voyez qu'on a quand même des extrêmes. Ah, c'est bloqué, oui. C'est bloqué. Quoi, diapo suivante? Oui, là, c'est bloqué. Attendez.
Je veux le faire sans diapo, enfin sans. Est-ce qu'on ne peut pas donner simplement les diapos pour l'assistance et puis en team simplement la parole? Le problème, c'est qu'elle ne va pas être retransmise sur Teams. Ah d'accord, ok, bon. Alors on va continuer comme ça. Dans cette diapositive-là, c'est une diapositive de déglutition normale, c'est-à-dire le passage du bolus qui se fait donc de la bouche dans la gorge. Et ici, on a la jonction. Voilà, non, ça ne sert à rien que je fasse ça non plus. C'est la jonction entre la gorge et l'œsophage. Allez, je vous laisse faire. Non, le diapo ne fonctionne pas. Regardez, si je fais ça, voilà, là ça marche. Non, ça ne marche pas. Elles sont noires. Probablement, oui. Je pense que c'est ça, parce que là, je vois que vous êtes avec un espèce de... Oui. C'est pas du PPTX, hein. C'est du PPT. Ah non, c'est pas possible, j'ai 20 vidéos, et il faut une demi-heure pour télécharger. Non, on va s'adapter, vous en faites pas. Ah, donc, dans la gorge, les aliments doivent passer, et la gorge va se contracter de haut en bas. Il va pousser donc dans l'œsophage, mais il faut qu'il passe une porte, et ce sphincter doit se relâcher. Le problème dans les Duchenne, Boulogne, et dans les Becker, c'est qu'il y a une perte de la force de propulsion. C'est comme si je prenais un tube de dentifrice, j'enlève le bouchon, c'est le sphincter. Si j'appuie pas dessus, le dentifrice ne descend pas. Et plus ma main va être faible, moins ça va passer. Et donc pour que ça descende, il faut que j'utilise la pesanteur. Et donc il faut que mon dentifrice soit fluide, donc de plus en plus liquide. Dans l'œsophage, je n'ai pas retrouvé d'anomalie. Oui, parce que ça dépend en fait de la version du transcodeur AVI JPEG. Ça, c'est un problème que j'ai jamais pu résoudre. Bon. Donc là, vous voyez, profitez-en. C'est une déglutition normale, c'est un passage dans l'œsophage qui est très 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 rapide. Vous voyez, ça descend très rapidement, et on arrive ici au niveau de l'estomac, au niveau du sphincter inférieur de l'estomac. Et normalement, après une déglutition, l'œsophage est vide parce qu'il y a un péristaltisme très puissant de l'œsophage qui va pousser ces aliments et ce liquide dans l'estomac. Là, dans le larynx, normalement, il n'y a aucun corps étranger, liquide ou solide. Le larynx, c'est la porte respiratoire. Alors, chez les orthophonistes, on va parler de cordes vocales pour parler, pour faire du son. Là, j'utilise les cordes vocales. Chez les kinés, on va parler de la glotte, mais c'est la même chose. Tout à glotte fermée, tout à glotte ouverte, c'est la même chose. Donc, pendant la déglutition, quelques millisecondes avant que le bol alimentaire passe de la bouche dans la gorge, le larynx reçoit l'ordre de fermeture. Et ainsi, et le voile se relève, vous pouvez envoyer votre bol alimentaire dans la gorge sans que ça reflue par le nez et sans que ça passe dans les voies aériennes, sans qu'elle fasse fausse route. Dans les, sous le larynx, normalement, s'il y a fausse route, je vais voir des corps étrangers dans la trachée et voir dans les bronches, voire beaucoup plus bas s'il s'agit des liquides. On va passer ça. Ça aussi, je vais passer. Alors, chez les Becker et les Duchenne, en revoyant les dossiers, on fait la plainte principale. Au fur et à mesure que l'âge s'avance, c'est les difficultés masticatoires. Les difficultés masticatoires, c'est l'atteinte musculaire, c'est la dystrophie des masticateurs. Donc, ce n'est pas un problème de dentition. Ce n'est pas un problème de motricité, c'est vraiment le moteur le plus périphérique, c'est le muscle qui ne fonctionne pas. Et donc tous les aliments qui sont difficiles à mastiquer, qui sont durs, qui nécessitent de la force et de l'endurance, donc ces muscles vont se fatiguer, et donc les aliments ne vont pas pouvoir être mastiqués, ils ne vont pas pouvoir être avalés. Ce qui veut dire que des morceaux inadaptés pour la force du pharynx vont arriver. Alors si le pharynx est intact, il n'y a pas de problème.
je peux avaler des morceaux. Mais si, conjointement, j'ai aussi une dystrophie du pharynx, eh bien, j'ai une diminution de la force musculaire du pharynx, donc une diminution de la pression sur ce tube du dentifrice, et ça ne va pas passer. Donc on comprend tout de suite que si je ne peux pas utiliser mes moteurs biologiques musculaires, eh bien, il faut que la texture alimentaire soit moins résistante, offre une pression de difficulté inférieure. Donc il va falloir que je passe à une alimentation plus tendre, une alimentation plus facile à écraser, plus facile à être insalivé, à être propulsé pour que ça arrive dans la gorge et que la gorge puisse l'envoyer dans l'œsophage de manière un peu plus facile. Donc vous voyez tout de suite qu'on va parler d'adaptation des textures alimentaires. L'autre gène qu'on remarque très souvent, vraiment il faut que la maladie soit un petit peu évoluée, c'est la macroglossie. Et ça va gêner bien entendu la mastication, la formation du bol et la propulsion. Là, on le voit pas très bien parce qu'elle n'est pas mobile, mais on a une langue là qui est un peu hypertrophique. Alors, je ne l'ai pas trouvé fréquemment, je l'ai trouvé dans 2 cas, mais sans doute que je devais avoir des patients qui n'étaient pas encore en situation d'évolution de la maladie. Ah, voilà. Là, je vous présente une déglutition normale d'une personne atteinte de... c'est un Duchenne. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore dans une situation de difficulté majeure. Il y a quand même des petits signaux. Là, vous voyez, il reste un peu de barite qui reste au fond du pharynx. Et ça, c'est déjà le signe qu'il y a une diminution de la pression pharyngée. Mais ça ne va pas empêcher cette personne de manger quasi normalement si elle a une alimentation bien lubrifiée, si elle a une alimentation qui n'est pas trop fibreuse, pas trop dure, pas trop sèche. En revanche, ici, eh bien, vous voyez que tout le bolus ne passe pas dans l'œsophage. Et vous voyez qu'une partie du bolus est régurgitée. Et ça arrive très très souvent. Si je régurgite. Et la régurgitation, c'est simplement parce que le bolus ne passe pas entièrement. Normalement, on avale en une seule fois. Dès qu'on est obligé d'avaler 2 fois, c'est déjà un signe d'anormalité, soit du bolus, soit de... Le bolus, c'est un peu ça nous arrive. Mais quand on commence à faire des déglutitions en série sur des choses faciles, comme de la purée, comme de la compote, c'est que on est obligé d'avaler 1 fois, il en reste, 2 fois, il en reste, 3 fois, il en reste, 4 fois, il en reste. Alors si le bolus est de gros volume, il va falloir avaler plusieurs fois sans reprendre la respiration, ce qui est compliqué quand on est sur respirateur ou quand on a un déficit respiratoire. Mais sinon, on va être obligé d'ouvrir le larynx, reprendre la respiration. Or, il y a des aliments autour qui peuvent être aspirés. Donc le volume qu'on doit avaler, le volume du bolus, la bouchée, doit être calibré pour qu'il en reste le moins possible. Alors pourquoi il y a une difficulté? Mais il y a 2 raisons. Soit c'est une atteinte pharyngée, et là dans cette situation, dans cette vidéo, ce n'est pas une atteinte pharyngée, c'est une atteinte en fait des muscles du plancher. Pour que le bolus passe entre 2 surfaces rigides et dures, le rachis et les cartilages de la pomme d'Adam, il faut que ce larynx soit tiré en avant et vers le haut. Et c'est ce muscle-là qui s'insère là sur la mandibule qui va le tirer. Et on le remarque ici par rapport à l'ossioïde, c'est l'ossioïde qui doit faire une ascension vers le haut et surtout vers l'avant. Et vous voyez que le mouvement vers l'avant est très très faible. Ce qui fait que le larynx ne se dégage pas du rachis, ce qui fait que le sphincter, c'est comme si c'était un tuyau d'arrosage que je pince. Et si je pince le tuyau d'arrosage, ça passe moins bien. Il n'y a pas de place. Il faut que ça s'écarte pour que ça puisse passer. Si j'avale, par exemple, en poussant mon larynx contre le rachis, ça va faire... Ça fait du bruit, parce que le passage est très fin, la salive va frotter, et ça va faire du bruit. Là, j'ai un Duchenne un peu plus, un peu plus grave, c'est-à-dire qu'on a vraiment un déficit du pharynx. Et je vois qu'il y a un déficit du pharynx. Vous voyez, le pharynx, il est très fin par rapport à l'os. Et quand il se contracte, il doit s'épaissir normalement, comme mon biceps grossit. Eh bien, ce manque d'épaississement signe que le pharynx ne contracte pas bien. Il n'y a pas de contraction visible. Et donc, vous voyez que ce patient est obligé d'avaler à plusieurs reprises, à répétition. Mais il reprend la respiration. Vous voyez ici, ça devient
un peu plus foncé. Chaque fois que ça devient plus foncé, c'est que les cordes vocales se ferment. Et chaque fois que ça devient plus clair, les cordes vocales s'ouvrent. Et donc, on voit qu'il avale à plusieurs reprises. Voilà, apnée, respiration, apnée, respiration. Là, je suis encore dans une évolution un peu plus grave. Vous voyez que la première déglutition, elle ne s'est pas passée. La deuxième, elle passe tout petit peu, vraiment, à petites gouttes. Et notre patient est obligé, il le sait, il va pousser des petits bolus de toute petite volume, de toute petite dimension. Et un dernier cas de déficit du pharynx, vraiment très évolué, puisque notre patient là, est obligé de ne plus soutenir la tête, il a la tête contre un dossier, et vous voyez que la déglutition, elle est filiforme. Alors ce n'est pas une fausse route, ça, simplement c'est que la tête est légèrement tournée, et donc on a un passage à droite et à gauche du sphincter supérieur de l'œsophage. Les déglutitions multiples, comme on va le voir ici, je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est le signe d'une grande difficulté de passage au niveau du sphincter. Le sphincter, là, pourrait prendre l'apparence d'un sphincter hypertonique. Or, il n'y a pas d'hypertonie dans les myopathies, on a plutôt une hypotonie. S'il y a un déficit du pharynx, il y a aussi un déficit du sphincter supérieur œsophage, parce que c'est un muscle strié. Donc, c'est vraiment le signe, là, du déficit du plancher buccal. Là, vous ne le voyez pas. Bon. Là, vous ne le voyez pas. Donc, les stases, en fait, c'est des fibroscopies, c'est les résidus qui restent dans la gorge. Là, c'est une radioscopie de face. Donc, on a les bords du pharynx ici, de chaque côté, et ici, on a l'entrée du sphincter supérieur de l'œsophage sur les côtés, et le cartilage du larynx est plaqué contre la colonne vertébrale. Et donc, le sphincter est à la fois fermé par son tonus, s'il en reste, et par le plaquage, tuyau d'arrosage écrasé. Donc, pour avaler, il faut que le sphincter se relaxe. Il est très souvent relaxé dans une dystrophie de Becker ou de Duchenne. Mais c'est l'écartement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est déficitaire. Et là, on va le voir, là, par exemple, tête droite, la difficulté de passage au milieu, et ici, eh bien, la déglutition se fait plutôt sur le côté gauche du sphincter supérieur de l'œsophage. Sur un cliché de face, eh bien, je vais pouvoir essayer de valider. Il y a deux outils d'amélioration de la déglutition, il n'y a pas grand-chose. C'est la posture et la texture. La texture, on verra avec notre collègue diététicienne. Mais la posture, c'est la rotation. Est-ce que la rotation a une influence sur la déglutition? Oui, il y a une influence parce que quand vous tournez la tête d'un côté, eh bien, votre sphincter tourne aussi. Et donc, la partie médiane du sphincter se retrouve dans des parties molles et donc n'est plus comprimée. On va le voir. Donc, je demande à notre patient de tourner la tête à gauche. Et vous voyez qu'il passe un bolus de grande quantité, de gros volume, gros passage, à droite. On avale du côté opposé à la rotation. Et si je demande de tourner la tête à droite, vous voyez, le bolus passe à gauche. Donc, ça ne marche pas toujours, mais c'est une position qu'on peut, essayer, à condition que, on puisse l'installer, bien entendu, ou qu'on puisse le faire volontairement. Alors, la deuxième, c'est les textures, on va le voir tout à l'heure. Alors, j'ai mis cette photo de ce livre, c'est le premier livre de l'AFM, de l'APF, tout ça. J'ai eu la chance d'y participer, ça date pas d'hier, 93, où on a commencé à parler de recettes de cuisine, non pas de mixer, de recettes de cuisine adaptées de la vie de tous les jours, que nous mangeons en verrine, Ah, là, il y a une belle image. Sur l'œsophage, je n'ai pas trouvé dans ma série d'atteinte œsophagienne, comme il peut en exister par exemple dans les Steiner. À Steiner, on a une atteinte œsophagienne. Dans les Duchenne et dans les Becker, je ne l'ai pas trouvé. En revanche,
Des difficultés de transit, il y en a. Et en particulier pour celle-là, par exemple, eh bien, à cause de l'hypertrophie cardiaque, là, on a des oreillettes qui sont très développées. Ça repousse parce que l'œsophage passe sur le haut du cœur. Et donc, ça forme une espèce de boucle qui peut faire un petit pincement. Vous voyez que là, il y a une stagnation du bolus dans l'œsophage. Sans conséquence, bien entendu. Mais elle est remarquable au point de vue radioscopie. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'œdème de RGO. Le RGO, le reflux gastro-œsophagien, il est fréquent. Il est fréquent parce que d'abord la position assise, la position, comment dire, de compression, pour peu qu'il y ait un corset qui comprime aussi l'expansion de l'estomac, et puis le médicament, et puis on peut avoir des reflux gastro-œsophagiens polycycliques, quelque chose. Par l'alimentation, hein. Le jus d'orange, par exemple, est un gros pourvoyeur de reflux. Vous voyez que... Ah oui, alors on ne le voit pas. En fait, sur la radioscopie, on voit le diamètre de la trachée, on voit un petit épaississement qui est tout ce qui est musculaire, c'est-à-dire le sphincter, et puis on voit le rachis. Normalement, le diamètre du sphincter est égal à la moitié du diamètre de la trachée, grosso modo. Quand on a un diamètre du sphincter qui est égal au diamètre de la trachée, c'est qu'il y a un œdème. Et ce œdème, eh bien, va faire qu'au lieu que le sphincter s'ouvre comme ceci, il va s'ouvrir comme ça, et donc il va se refermer beaucoup plus vite puisqu'il a moins de distance à parcourir. Et donc il va piéger un peu de liquide, un peu d'aliment au-dessus, et ce liquide peut faire fausse route, il peut faire tousser. Donc ce n'est pas une fausse route due à une incompétence des voies aériennes de fermeture du larynx, c'est une fausse route qui est due à une stase, incompétence du pharynx ou incompétence du sphincter supérieur œsophage, et les deux peuvent être bien sûr surajoutés. Comment dire, l'autre pourvoyeur aussi de difficultés déglutition, c'est l'hypocyalie. L'hypocyalie, elle est provoquée par les médicaments. Alors, on peut donner un médicament antihypertenseur qui est le Coversyl. Le Coversyl, chez 30% des patients, ça va entraîner une toux sèche. Toux sèche qu'on va peut-être interpréter comme une toux de fausse route, mais la toux sèche va irriter le larynx. Avec les respirateurs aussi, ça assèche aussi la bouche et le pharynx. Et tout ça va faire que ce qui est, comment dire, lubrifié normalement, l'est mal et donc peut entraîner des difficultés ou des blocages du transit alimentaire. À cause du respirateur, oui. Ah oui, mais je suis sujet à ce genre de choses. Je suis allergique, j'ai une rhinite. Pendant la journée, ça coule, je me mouche, pas de problème. Mais pendant la nuit, j'ai une diminution de la sécrétion nasale. Mais pendant une demi-heure, une heure, j'ai une sécrétion nasale qui se produit. Et le matin, c'est collé sur le voile, c'est collé dans la gorge. Je suis obligé de racler ma gorge et de cracher des glaviots un peu secs. C'est logique. Dans l'arrière-gauche, vous avez des glandes salivaires. Vous avez des petites glandes dans le pharynx. Et donc, vous sécrétez de la salive. Et cette salive, vous allez l'avaler. Donc, vous avez un film muqueux, en fait. Et vous n'avez pas si vous avez de la salive qui stagne au fond, c'est que vous avez un problème de transit, de passage. Et ça dépend de ce que vous faites de votre salive. Là, par exemple, vous m'écoutez, vous ne parlez pas, vous avez une sécrétion salivaire qui est plutôt fluide, qui va assurer un film muqueux, qui va éviter que vous ayez les muqueuses sèches et donc une sensation désagréable, inconfort. Dès que vous commencez à parler, eh bien, vous reprenez la respiration, donc vous avez une sécrétion salivaire plus importante. Dès que vous allez sentir une bonne odeur, vous avez l'eau à la bouche qui arrive, et donc vous avez une sécrétion salivaire fluide. Et quand vous allez manger, vous allez manger avec une sécrétion salivaire plus importante en volume, mais qui va changer. Et elle va changer parce que vous allez avoir la production de mucine, qui est le lubrifiant, qui va donner une salive gluante, et en particulier avec le sucré. Vous avez énormément de mucine avec le sucré. C'est pour ça que vous avez un empâtement de la bouche. OK? Donc ici, oui, voilà par exemple un patient qui fait une déglutition tout à fait normale, on ne voit aucune fausse route. Voilà.
et il se met à tousser. Et ça, c'est le covercile. Ça veut dire que le covercile va rendre plus excitables tous les récepteurs sensitifs du larynx et de la trachée, comme s'il y avait une fausse route qui les excitait, et le patient va se mettre à tousser. Et donc, comme ça se produit au moment du repas, parce que le larynx monte, parce qu'on va manger du chaud ou du froid, donc les récepteurs thermiques vont être plus sensibles, on va se mettre à tousser, on va interpréter ça comme une fausse route. Donc ça veut dire que tout patient qui est sous hypertenseur, alors il y a deux groupes, il y a les IEC, les inhibiteurs de conversion dont appartient le covercile, et les tertians ou les terpents, je confonds toujours terpents et tertians, c'est une autre famille, qui, eux, dans cette famille, n'entraînent pas de tout. La première chose qu'il faut poser sur un patient qui se plaint d'une toux pendant les repas et toux sèche, c'est savoir est-ce qu'il y a un hypertenseur ou pas. Parce que ça peut être un élément qui se surajoute à une fausse route ou un diagnostic différentiel. C'est-à-dire, non, c'est simplement le covercile, c'est tout. Alors, des fausses routes, je n'en ai pas trouvé. Pendant le temps d'examen, chez les patients, bien entendu. Je n'en ai pas trouvé. Pourquoi? Mais parce je pense qu'il n'y a pas d'atteinte du larynx dans les Becker et dans les Duchenne. Comme il n'y en a pas dans les oculopharyngés et dans les oculopharyngés et les Steiner. Maintenant, les choses peuvent évoluer en bien, mais pas en bien pour les symptômes. Quand j'ai commencé mes études de kinésithérapie, on disait un Duchenne a du mal à passer les 20 ans parce que à cause des problèmes cardiaques et des problèmes respiratoires, il décédait. Et moi, il y a 20 ans, je vous aurais dit les myopathies qui provoquent des dysphagies, les Steiner, les oculopharyngés, les myosites à inclusion. C'est tout. Les Duchenne, non. Et puis j'ai commencé à voir apparaître des vraies myopathies de Duchenne et puis de Becker parce qu'ils dépassaient les 40 ans. Donc peut-être qu'en vieillissant, on va peut-être voir des atteintes laryngées. Ça, j'en sais rien, ce sont mes successeurs. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous allez vieillir et peut-être que vous allez avoir des atteintes laryngées. Mais pour l'instant, il n'y a pas de fausse route par atteinte laryngée. Il y a des fausses routes par débordement d'une stase. Donc inadaptation de la texture alimentaire par rapport à, à la capacité fonctionnelle restante maximale, c'est-à-dire du pharynx. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi d'avoir pris un peu plus de temps. Alors, attendez, je ferme ça. Et je vais vous ouvrir, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Béatrice Bénard. Je suis diététicienne à la résidence Siolaine de Quépert, près d'Angers. Donc, depuis 1990. Donc, au départ, je travaillais qu'à Cartan dans cette résidence. Maintenant, j'y suis à mi-temps depuis 2008. C'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille 50 résidents qui ont des maladies neuromusculaires, donc dont Duchenne de Boulogne et Becker. Alors normalement, il y a 4 résidents qui sont en visio avec nous. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, si on les voit. Alors, on va pas les voir. Donc en tout cas, s'ils sont là, je leur fais un petit coucou. Et puis s'ils ont des choses à dire sur leur vécu, qu'ils n'hésitent pas à nous le transmettre. Donc ils sont là ou pas? Vous savez pas? D'accord. Bon, alors je vais commencer. Donc moi, ça va être plus le côté pratique. Monsieur Gatteri vous a parlé de tout ce qui était médical. Donc moi, ça va être plus le côté pratique. Donc pourquoi bien se nourrir? Donc chez tout individu, manger est un acte vital. Donc ça veut dire quoi un acte vital? Nos aliments, ils nous apportent par leurs nutriments, les protéines, les lipides et les glucides, de l'énergie, essentiellement les glucides et les lipides. Et les protéines et les lipides vont aider à renouveler nos cellules. Ils servent à leur construction.
Le rôle de nos aliments, c'est aussi de couvrir nos besoins en sels minéraux, en vitamines, en eau et en fibres. Donc, il n'existe pas d'aliment parfait. Donc, il n'y a pas d'aliment miracle, pas d'aliment parfait. Donc, c'est important de puiser dans toutes les catégories d'aliments, dans tous les groupes d'aliments. Donc, les groupes d'aliments, il y a les produits laitiers. Donc, on conseille d'en avoir au moins 2 par jour. Il y a la viande, le poisson ou les œufs qu'on essaiera de manger 1 fois par jour. Les légumes et les fruits, donc on recommande 5 par jour. C'est pas toujours facile, hein. Donc, ça peut être 3 fruits, 2 légumes, 3 légumes, 2 fruits, sous toutes ses formes, en jus, cru, cuit. On mangera aussi des féculents à chaque repas. Donc, dans les féculents, je compte le pain, les céréales. Donc, les céréales, c'est les pâtes, le riz, le quinoa, le boulgour, les pommes de terre et les légumineuses. On pensera aussi à manger des matières grasses. Hein, donc, il ne faut surtout pas les supprimer. Il faut avoir un peu de matière grasse animale, un peu de matière grasse végétale. Et on consommera aussi des sucres et des produits sucrés avec modération. Et on n'oubliera pas de boire. Hein, parce que souvent, la personne qui est en fauteuil, elle limite ses boissons pour ne pas demander pour aller aux toilettes. Hein, donc ça, c'est hyper important de boire. Manger aussi, c'est une source de plaisir. Donc pourquoi? Parce qu'en mangeant, on calme sa faim. Donc ça nous fait du bien. C'est un plaisir. Et aussi, c'est une source de plaisir en stimulant nos sens. Si on voit un beau plat, ça va nous donner envie, on est content. On se fait plaisir aussi en sentant les bonnes odeurs. Hein, si on rentre dans un endroit qui a des bonnes odeurs, ça stimule notre odorat. Et bien sûr, en stimulant les papilles du goût. J'ai rajouté aussi que c'était un acte social, parce que faire une recette ensemble, faire ses courses ensemble, partager un repas ensemble, cuisiner pour les autres, ça crée des liens. Je dirais même que cuisiner pour les autres, c'est aussi un acte de générosité. On a envie de faire plaisir. Donc il y a tout ça qui passe par l'alimentation, pas que ce qu'on ingère pour nous donner de l'énergie. Et puis voilà. Alors, j'ai une question de la part de monsieur ou madame Durand, d'ailleurs, je ne sais pas. Si on n'aime pas manger des protéines, peut-on les remplacer par des boissons protéinées? Si on n'aime pas manger des protéines, alors les protéines, on ne les trouve pas que dans la viande et le poisson et les œufs, on les trouve aussi dans les produits laitiers, aussi dans les légumineuses, il y en a beaucoup. Alors après, des boissons protéinées, des fois, elles sont intéressantes quand la personne n'arrive pas à manger suffisamment de protéines dans les aliments, ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas que ça remplace des aliments naturels. Ah, si elle n'arrive pas, oui, ça peut être très intéressant d'avoir des boissons protéinées. C'était Madame Durand. D'accord, mais tant qu'on peut faire avec des vrais aliments, c'est encore mieux. Mais il y a des fois, il y a besoin de ce support. Alors là, je vous parlais pour tout individu. Alors maintenant, pour l'adulte Duchenne et Becker. Donc les besoins sont différents que d'une personne valide, hein, parce que les besoins déjà liés à l'activité physique sont fortement diminués, même des fois c'est 0, hein, parce qu'une personne valide, l'activité physique représente 30% de ses besoins. Donc c'est quand même énorme. Donc quand un jeune Duchenne Becker perd la marche, forcément, on va avoir moins besoin de calories et tout ce qui s'ensuit. Donc, on n'aura pas les mêmes assiettes, hein, qu'une personne qui marche. Alors après, les besoins peuvent être aussi ponctuellement augmentés. En cas d'épisode infectieux respiratoire, on a besoin de plus d'énergie pour respirer. Respirer demande de l'énergie. Et ça peut être des besoins augmentés quand on commence à avoir des difficultés à s'alimenter seul. Porter la fourchette à la bouche, ça peut demander un effort. Alors, comment voir si une personne se nourrit bien? Donc, ce qui est important, c'est le suivi nutritionnel. Donc, moi, dans ma pratique professionnelle, comment j'assure ce suivi nutritionnel? C'est en suivant la courbe de poids. Nous, à la résidence, les résidents sont pesés 1 fois par mois. Donc, je pense qu'à la maison, ça ne doit pas être facile d'être pesé 1 fois par mois. Hein, ce n'est pas possible.
fois par semaine. Ah bah ça... Oui. Oui, parce que vous êtes en capacité de le faire et de porter... ouais. Il y a des... Pas bêtes. Ouais. Oui, bah, c'est ce qu'on a à la résidence, nous. Ouais. Enfin, ce que je voulais dire, c'était la régularité des pesées, ça permet d'avoir un suivi. Hein. Et moi, je détermine souvent avec le résident un poids de forme, un poids auquel il se sent bien. Parce qu'on n'a pas de courbe de référence pour le Duchenne et le Becker quand ils sont adultes. Hein, donc, il y en a qui me disent, bah, moi, je suis bien entre 50 et 55 kilos. Donc, bah, tant que tu restes dans cette marge. Puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, moi, je suis bien entre 40 et 45. Hein, parce qu'il n'y a aucune littérature qui donne des références là-dessus. Chez l'adulte, oui. Et je pense qu'on se sent en fait au poids auquel on se sent bien. Donc je me sers quand même de l'IMC, sachant que c'est pas vraiment fiable, parce que l'IMC c'est indice de masse corporelle, la poids sur la taille au carré, qui a été élaboré pour des gens valides. Hein. Donc je le calcule tout en sachant que c'est pas très fiable. Et mesurer une personne, c'est pas facile. Hein. Ce qu'on fait, nous on mesure avec un mètre ruban. Parce que souvent, même, ils ne connaissent pas leur taille. Alors, le suivi nutritionnel aussi, ça va être par l'enquête alimentaire. Donc, moi, travaillant en institution, je partage un repas avec eux. En fait, je les fais manger. Parce que si je fais un interrogatoire, je me rends compte que souvent, la personne minimise ses problèmes. Tout va aller bien. Donc, pendant 1 heure, je m'installe avec eux, je les fais manger. Donc là, je peux voir une ouverture de bouche toute petite, ou ça peut être une macroglossie, ou un petit peu de reflux, ou des toux. Donc c'est vrai que ce temps de repas, il est important. Bon, bien sûr, par les médecins, ça peut être par un interrogatoire, hein, si c'est en consultation, ou ce qui peut être fait aussi. Alors des fois, moi, je fais qu'un repas, donc c'est pas suffisant, un seul repas. Il faut que j'y retourne plusieurs fois. Autrement, pendant 4 jours, je vais mettre une feuille de suivi alimentaire qui permet de voir ce que pendant tous les repas, du petit déjeuner au dîner, ce que la personne a mangé. Ça me fait un récapitulatif. Puis il y avait le temps du repas qui s'allonge, ça on le voit, mais vous en avez parlé de tout. Donc ça, c'est le suivi nutritionnel. Ah oui, donc je vais aller rapidement. Donc on observe soit un amaigrissement et une dénutrition quand les capacités à s'alimenter deviennent plus difficiles. Donc je ne vais pas reparler des causes et des conséquences parce que vous en avez parlé. Je vais aller directement sur comment pallier un amaigrissement, une dénutrition. Donc dans un premier temps, on a un amaigrissement. On parle de dénutrition quand on a une perte de poids supérieure à 10% de son poids en plus de 6 mois ou en 6 mois. Une personne qui pèse 50 kilos, si 6 mois après elle pèse 45, oh là, je vais m'alerter. Avant, je parle d'amaigrissement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en place s'il y a un amaigrissement? Donc, dans un premier temps, on peut se dire peut-être qu'il y a amaigrissement parce que la texture n'est pas adaptée. Et puis, ça empêche de s'alimenter suffisamment. Donc, on passe jamais d'une texture normale à une texture, on n'aime pas le terme là, mais mixée. Dans un premier temps, on va couper les aliments tout petits. On va faire comme un travail de robot avec sa fourchette et son couteau. On évitera certains aliments friables comme les biscottes, les biscuits secs, les pâtes feuilletées, les viennoiseries. Sèches, si elles sont trempées, des fois, elles arrivent à passer. Pareil, les aliments fragmentés, comme la semoule, le riz, le maïs, les petits pois, le boulgour, le quinoa, les lentilles. On va plus les présenter si c'est des petits pois, des lentilles en purée. Mais ils savent très bien, souvent vous savez très bien. Moi, je sais que quand il y a petits pois au menu,
Il faut faire une timbale de purée de petits pois parce que il y en a beaucoup qui vont choisir la purée de petits pois parce que vous savez en fait ce qui vous convient ou vous convient pas. Alors quand cette alimentation coupée petit, elle n'est pas suffisante, on va passer après, alors moi j'appelle ça l'alimentation hachée. Ça veut dire que la viande, elle va passer dans un robot, mais sans hacher trop. Il y a encore une granulométrie de 5 à 3 mm, hein, mais ce n'est pas fin. Et les légumes, eux, ils vont être écrasés à la fourchette. Ils ne vont pas être mis en purée. Hein, donc, dans un premier temps, on va passer à ça. Et la personne, elle accepte souvent mieux parce que ça arrive à table sous forme normale. Et puis après, bon, on va au robot haché. Ça n'arrive pas dans l'assiette. Et dans un troisième temps, si ce n'est pas suffisant, on va passer à une alimentation en purée lisse, la texture d'une crème d'aneth, je dirais. Hein. Mais alors, la plupart des aliments peuvent être mis en texture mixée lisse. Alors, il faut un bon robot. Puis après, la présentation, elle compte énormément. Le visuel, bien séparer tous les aliments. Hein, je sais que nous, si on a rillettes cornichons, avec les cuisines, ils vont me faire des rillettes. Et puis à côté, ils vont me mettre le petit morceau de cornichon qui a été mis en purée aussi. Et ça, c'est hyper apprécié. Alors, il faut une équipe motivée, hein, en collectivité. Mais quand on a une équipe motivée, ils peuvent nous faire des choses très bonnes parce que c'est dur, hein, de se passer de pâté, de saucisson et tout ça. Donc, on arrive à présenter ça, c'est possible. Donc, s'il y a un maigrissement, quand on a changé nos textures, on va essayer aussi, parfois, on est obligé d'enrichir l'alimentation. Hein, donc, comment ? En rajoutant des matières grasses, donc ça peut être du beurre, de la crème fraîche, des huiles végétales, du fromage râpé. On pourra rajouter aussi des protéines, du jambon, des œufs entiers ou du jaune d'œuf. Et puis rajouter aussi des bons produits sucrés, hein, donc du miel, de la crème de marron. On va choisir des laitages entiers plutôt que des laitages au lait demi-écrémé. Voilà, donc j'essaye de passer assez vite. Prévoir des collations parce que souvent le repas, c'est trop, hein, si on va de l'entrée au dessert. Donc le dessert qu'on n'a pas pris le midi, on le prendra peut-être au goûter. Important d'essayer de conserver tous les groupes d'aliments, hein, et penser toujours à boire. Alors il y a des fois, moi je propose une supplémentation en vitamines et en sels minéraux quand je vois après enquête alimentaire qu'il manque par exemple plein de fruits ou plein de... Voilà. Donc, si l'alimentation enrichie n'est pas suffisante, on va proposer une alimentation entérale. Donc, l'alimentation entérale, c'est la gastrostomie. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Hein. Donc, on achemine l'alimentation directement dans l'estomac, hein, grâce à une alimentation liquide, enrichie, équilibrée. Mais ce que je voulais vous dire quand même, c'est que la gastrostomie, elle n'empêche pas de s'alimenter. La résidence, moi sur 50 résidents, il y en a 22 qui ont une gastrostomie. Donc ceux qui peuvent s'alimenter encore par la bouche, on va mettre leur poche la nuit et puis le jour, ils viennent au repas. Ils prennent leur petit déjeuner s'ils ont faim, viennent au déjeuner, au goûter, au dîner. Gastrostomie ne veut plus dire qu'on enlève l'alimentation par la bouche. Et j'ai même vu des jeunes du chêne qui avaient une gastro vers l'âge de 22-23 ans parce qu'ils étaient très dénutris et l'alimentation enrichie n'avait pas été suffisante, qui ont repris du poids et à un moment donné, on est obligé de laisser la gastro. Et comme ils étaient bien nourris, qu'ils avaient repris des forces, et souvent il y avait eu la trachéo en même temps, hein, donc ils étaient mieux ventilés, on dit on arrête l'alimentation par la gastro parce qu'il y a une prise de poids et puis... Donc voilà. Alors, d'accord, donc oui, il y a 2 bouquins moi que j'aime bien, c'est Révolution mixée. Ça a été fait par le clan de la Sarthe, hein, par des cuisiniers, orthophonistes, kinés, diététiciennes. Et il y en a un autre que j'aime encore mieux, c'est Savoir partagé. Là, c'est un cuisinier qui a eu une sclérose en plaques. Donc, il a été obligé d'adapter tous ses repas, et comme il était cuisinier à l'origine. Donc, c'est un bouquin qui est intéressant aussi. Saveur partagée. Gastronomie adaptée aux troubles de la déglutition. Voilà. Alors, la gastrostomie. Alors, non, ça peut s'enlever une gastrostomie, mais souvent,
on choisit de la garder parce que lors d'épisodes infectieux, ça peut être utile. Quand la personne elle n'arrive plus à s'alimenter ou si elle ne boit pas suffisamment. Moi, je vois il y a des résidents pour qui on s'en sert que pour l'hydratation parce qu'ils n'arrivent pas à boire suffisamment. Donc, ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on a une gastrostomie à un moment T qu'on sera toujours alimenté par la gastro. Après, ça devient intéressant parce que, comme vous disiez, maintenant, les Duchenne, ils vivent longtemps. Donc, il y en a pour qui qui peuvent plus s'alimenter par la bouche parce que les fausses routes sont trop importantes. Donc, pour ces résidents-là, moi, toutes les semaines, je fais un atelier du goût. Donc, ça veut dire que c'est de la dinette un peu. Hein. Les cuisines me préparent l'entrée, le plat, le dessert dans des petites verrines et je mets juste des saveurs sur la langue. Et c'est vrai que là, comme ils mangent en micro-quantité, hein, comme avec une petite touillette à café, les saveurs, ils me transmettent que les saveurs, elles sont démultipliées. Et c'est un vrai moment de bonheur pour eux et pour moi aussi, je peux vous le dire. Parce que il y en a même qui amènent du vin de leur région, donc ils goûtent des petites gouttes de vin. Ils prennent le café avec un petit peu de chocolat. Donc, faut savoir que ça se fait. Après, pour certains, des fois, il y a besoin de cadrer parce que je vois, quand j'ai mis ça en place, c'était une fois par semaine. Donc, il y avait un résident auquel je pense là. Il avait envie de reproduire ça tous les jours. Et en fait, c'était trop. On s'est rendu compte qu'il s'encombrait. Donc, il fallait revenir à une fois par jour. Donc, à chaque personne, sa solution. Hein, il n'y a pas de règle. Je dirais une alternative auquel on ne pense pas, que j'ai emprunté aux goûteurs de vin. J'ai eu beaucoup de patients comme ça qui ne pouvaient pas avaler parce qu'ils faisaient des fausses routes systématiques et qui voulaient quand même garder le plaisir de la bouche. Parce que le plaisir est dans la bouche, il n'est pas dans la gorge ni dans l'œsophage. Donc, ils faisaient un repas complet qui recrachait. Et donc, ils avaient le plaisir de la mastication. Alors, bien entendu, bien sûr, ou on peut aller le chercher, on peut aspirer. Moi, je l'ai fait avec un résident parce qu'il sentait vraiment que pour lui, même les micro-quantités, c'était gênant. Donc après, j'aspirais en bouche. Et ça, c'était un temporaire. Et vraiment, il venait toujours à l'atelier. Et puis, après chaque plat, il me demandait de l'aspirer en bouche. Et c'est vrai qu'il Alors après, moi, j'ai été trop vite là. Je commence par l'odeur aussi. Faire sentir. Hein, parce que ça aussi, ça donne un plaisir. Comment ? Alors, il va falloir conclure que, qu'est-ce que j'avais mis ? En fait, que je trouve que c'est l'alimentation, manger est un grand plaisir de la vie et puis il faut le maintenir tant qu'on peut le maintenir, en fait. Alors, moi, je compte, ça, c'est vraiment... Moi, je compte 20 kilocalories par kilo de poids. Et encore, pour certains, c'est moins. Parce qu'une personne valide, on compte 30 kilocalories par kilo de poids. Si on a vraiment une activité modérée, une femme qui pèse, allez, on va mettre un poids bas, 50 kilos, on va faire 50 fois 30, 1500 kilocalories. Et pour si c'est une personne en... 1000, hein, souvent on tourne autour de 1000. Même moi, des fois, je suis embêtée parce que je vois, il y a des Duchenne. Je suis obligée de descendre à 500. Ça, c'est des Duchenne qui sont alimentés par gastro. Et à 500, ils prennent encore du poids. Donc, c'est un vrai casse-tête chinois parce que j'ai pas assez de vitamines, j'ai pas assez de sels minéraux, donc pas assez de protéines. Hein, pour trouver la bonne... Alors, c'est vraiment chaque personne son... Ouais, oui. Si vous remarquez qu'avec ça, son poids est stable, c'est qu'il a la bonne quantité. Mais c'est difficile de dire. Alors moi, 20, j'ai fait une moyenne, mais pour certains, ça va être moins. C'est rarement plus. On ne peut pas servir une assiette pareille à quelqu'un qui est en fauteuil qu'une personne... parce que souvent, il y a des réflexions même de collègues professionnels. C'est tout ce que vous leur mettez. Mais d'ailleurs, déjà, ils ne peuvent pas manger plus parce que... C'est décourageant des fois d'avoir une grosse assiette. Faut mieux avoir puis y retourner est fatigant.
là, je suis toujours dans les débats sur l'alimentation, je suis toujours surpris sur les calories. Alors, les calories, c'est de l'énergie. L'énergie, il en faut. Mais le surplus d'énergie, se stocke en graisse. Or, pour beaucoup de maladies, les cancers, les infections, et les myopathies, c'est les protéines, parce que c'est à partir des briques protéiques qu'on fabrique le muscle. Donc on perd des protéines tous les jours et on les reconstruit avec des protéines. Donc si on a une alimentation qui est uniquement centrée sur les calories, alors chaque fois qu'on a un cancer ou chaque fois qu'on a une infection, eh bien, dans ces deux situations, on a un métabolisme hypercatabolique, c'est-à-dire qu'on bouffe des protéines, alors qu'on perd les protéines et donc on maigrit, et on mange hypercalorique et on stocke en graisse. C'est complètement aberrant. Beaucoup de mes patients cancéreux disent j'ai perdu 15 kilos, donc je vais reprendre une courbe de poids protéique, c'est très long. Il faut de l'exercice physique et il faut des protéines. Reprendre une courbe de poids rapidement en graisse, c'est facile. Il faut manger hypercalorique. Donc il faut, je pense, avoir une double réflexion. C'est pour ça, moi, il y a souvent un apport protéiné en plus. Même pour ceux qui sont par gastrostomie, on est obligé de rajouter de la poudre de protéines. Je calcule tout. Parce que si je mets trop de calories, ils prennent du poids. J'amène moins de calories, je rajoute des protéines et puis on rajoute un complexe polyvitaminé, sels minéraux.